Walem Naman, dont nous sommes les avocats, Maître Émilie Brun et moi-même, ainsi que l'une de nos consoeurs, Maître Marie-David Belloir, avocate au barreau de Paris, qui est plus spécialement chargée du contentieux des étrangers et donc de la contestation des décisions administratives prises notamment par le ministre de l'Intérieur. Comme vous le savez, notre client âgé de 59 ans, père de 2 enfants et parfaitement inséré dans la société française, vient de faire l'objet d'une expulsion et d'un retour tout aussi mani militari sur le territoire français. Je vais donc laisser d'abord la parole à ma consoeur Maître Émilie Brun, qui va vous exposer un peu plus les éléments sur la personnalité de M. Naman. Oui, bonjour à tous. Donc, je souhaiterais un petit peu vous parler aujourd'hui, non pas de l'individu, comme se plaît à l'appeler Monsieur le ministre de l'Intérieur, non pas de l'influenceur, comme les journalistes l'appellent communément, mais plutôt de l'homme que je connais. Monsieur Naman a franchi les portes de mon cabinet il y a désormais 15 ans. Alors que j'étais toute jeune avocate, et il a frappé à la porte de mon cabinet pour obtenir régularisation de sa situation administrative. Malgré son passé judiciaire, nous avons obtenu ensemble régularisation de sa situation et il était en règle depuis maintenant une quinzaine d'années sur le territoire français, puisque titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Qui est Monsieur Naman? Et c'est important, Monsieur Naman, c'est avant tout un père de famille. Mon confrère vous l'a indiqué tout à l'heure, il est père de 2 enfants de nationalité française, et un de ces 2 enfants est un enfant qui est handicapé. Monsieur Naman, c'est aujourd'hui aussi un grand-père, mais c'est aussi et surtout, et c'est important, quelqu'un à qui la France a donné sa chance et qui a saisi cette chance, puisque depuis maintenant 15 ans, Monsieur Naman travaille. Il n'est pas, comme on veut bien le laisser entendre, influenceur, mais il occupe un emploi qui est bien plus difficile, puisqu'il est agent d'entretien. Agent d'entretien sur le territoire français depuis 15 ans et depuis qu'il a obtenu la régularisation de sa situation. J'insiste sur le fait, c'est important, que depuis ces 15 années, M. Naman n'a plus commis aucune infraction sur le territoire français. Depuis 15 ans, son casier judiciaire ne comporte plus aucune mention. Et c'est finalement, depuis ces nombreuses années maintenant, un citoyen lambda, et pour ne rien vous cacher, tous les ans, depuis maintenant 15 ans, il vient me saluer au cabinet, il vient me souhaiter ses vœux, il vient me raconter le travail, sa vie de famille, etc., etc. Alors c'est quelqu'un qui a tenu, et j'y reviendrai pas, je laisserai mon confrère s'expliquer là-dessus, non pas les propos qu'on lui prête, il a tenu un certain nombre de propos qu'il regrette aujourd'hui, mais c'est un homme, je pense, qui a droit aujourd'hui de s'expliquer, qui a droit à un procès équitable. C'est précisément dans le sens de ce procès équitable que, ensuite de l'enquête judiciaire menée sous la forme préliminaire par le parquet de Montpellier, que le 7 janvier 2025, à 15h50, le parquet de Montpellier lui remettait une convocation en vue de comparaître devant le tribunal correctionnel le 24 février prochain à 14h. Au titre des propos reprochés, nous serons très clairs, et de la même manière que le ministère public, le procureur de la République de Montpellier l'a été. Sur ces propos reprochés à M. Naman, il n'a jamais été question, il a été écarté totalement par l'enquête judiciaire faite avec célérité mais avec efficacité, tout appel au meurtre, toute intention de tuer ou encore un quelconque comportement antisémite. Tout cela a été écarté de la procédure par le biais d'un certain nombre de traductions réalisées sous le contrôle du procureur de la République par des interprètes assermentés et également par des professeurs spécialistes de la langue arabe, et également avec les nuances que peut connaître la langue arabe en Algérie. Et tout cela nous permet de dire et de confirmer que la publication incriminée, la publication initiale diffusée par notre client, a été détournée de son sens initial
par le biais de certaines personnes qui se sont immiscées dans des traductions plus ou moins officielles. Et donc, considérant qu'il ne représentait aucun risque par un maintien sur le territoire français, qu'il ne se soustrairait pas non plus à l'action de la justice, le procureur de la République n'a sollicité aucun placement sous contrôle judiciaire et, c'est assez exceptionnel non plus, n'a sollicité aucune demande auprès d'un juge des libertés et détention en vue de son incarcération provisoire. Et donc c'est en responsabilité et dans le sens du respect d'une convocation judiciaire qu'il attendait et qu'il espérait finalement pouvoir comparaître libre devant le tribunal correctionnel de Montpellier le 24 février prochain. Mais contre toute attente, vous l'avez compris, avec une forme d'urgence inédite, le ministère de l'Intérieur a pris à son encontre un arrêté dès 16h20, un arrêté d'expulsion qui lui a été notifié et de retrait de son titre de séjour. Immédiatement, vous le savez aussi, il a été conduit au centre de rétention administrative de Nîmes en vue de son éloignement envisagé vers l'Algérie. Et c'est là où la procédure administrative va connaître un certain nombre d'événements particuliers, puisque dès son placement en centre de rétention administrative, M. Naman, comme c'est prévu par la procédure, a communiqué avec nous et avec sa famille, a tout de suite sollicité que nous formions des recours à la fois contre son placement en centre de rétention administrative, mais également en vue de son éloignement du territoire français. Et c'est dans la même forme de précipitation que nous avions craint à l'origine de cette affaire, au travers de dénonciations faites par l'autorité administrative locale, mais aussi par le maire de Montpellier, et sous une forme de réactivité exacerbée, que l'autorité administrative étatique a organisé le retour de M. Naman vers l'Algérie dans la précipitation d'hier. À 15h56, il embarquait pour un vol entre l'aéroport Charles de Gaulle et l'Algérie. Face à ce déploiement de moyens, nous avons été convaincus avec Maître Brun, mais avec notre consoeur ici, également Marie-David Belloir du barreau de Paris, de l'opportunité de poursuivre les recours que nous avions envisagés et engagés à l'encontre de ces décisions administratives. Et en ce sens, l'urgence de déposer, sous la forme d'un référé liberté, la contestation de ces décisions. Je vous le dis, et nous réservons aussi un certain nombre de moyens dans les développements que nous faisons auprès du juge administratif, mais aussi auprès du juge des libertés de la détention, désormais de mots, puisque son placement en centre de rétention administrative hier en région parisienne fait que c'est ce juge désormais qui va être compétent. Eh bien, les décisions sont particulièrement administratives, sont particulièrement critiquables, à la fois sur un plan juridique, puisqu'elles ont été prises au motif d'une urgence absolue, très contestable, et d'un risque grave pour l'ordre public, alors que nous l'avons expliqué, à la fois les éléments du dossier pénal recueillis par le procureur de la République de Montpellier, mais également les éléments de personnalité qui sont constants, indiscutables, bien que l'on veuille dire parfois l'inverse, eh bien, permettait pourtant de dire que son maintien sur le territoire français était possible pour qu'il comparaisse en responsabilité devant ses juges. Je pense et nous pensons que d'autres solutions auraient pu être prises, trouvées par l'administration pour concilier à la fois le respect de l'ordre public, la préservation de l'ordre public et la faculté de notre client de comparaître devant le juge pénal. Vous avez compris que cette rétention reprise hier soir à sa descente d'avion entre le vol Alger-Roissy fait que désormais nous craignons encore une tentative d'éloignement, bien qu'elle soit pour le moment rendue difficile, puisque vous avez tous et nous avons tous appris que l'Algérie lui avait notifié une interdiction de se présenter sur son territoire. Nous craignons unanimement une répression à outrance dans l'action de l'administration. Il s'agit, je pense, et nous en conviendrons, d'un tournant inédit dont notre client, dont la situation personnelle et familiale vous a été décrite. Cet homme fait les frais d'une action administrative aujourd'hui particulièrement répressive. Nous sommes assez clairs là-dessus. Nous ne souhaitons pas que les résidents algériens en France deviennent des fusibles des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. J'en ai terminé, je vous remercie pour votre attention. Je peux vous poser une question ? Très rapidement, Monsieur le préfet de l'Hérault dit peut-être au niveau de la traduction, il ne remet plus sur la table la question de l'appel au 9, mais il dit néanmoins c'est un appel à torturer, c'est une question d'ongles arrachés, etc. Et ça suffit pour justifier son éloignement et le retrait. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Que même s'il n'appelle pas au meurtre, il appelle à des actes violents qui méritent cet éloignement. Il ne me semble pas que M. le Préfet ait fait réaliser des traductions par des interprètes assermentés des propos tenus dans la publication initiale et non dans la publication détournée. Je m'en référais donc aux traductions réalisées sous le contrôle du procureur de la République, qui est espérons-le encore, une autorité judiciaire indépendante.
Dans quel état se trouve-t-il aujourd'hui? Il a été expulsé, refusé du territoire algérien. Dans quel état est-il aujourd'hui? Comme un homme trimballé entre un pays et un pays qu'il aime et un autre pays qu'il aime tout autant. Un homme qui est tout aussi bouleversé, parce que je peux vous dire que lorsqu'on est un citoyen, tu le disais, lambda, qui a eu des difficultés judiciaires, mais qui depuis se tient suffisamment à carreau pour justifier encore le 26 décembre dernier le renouvellement de son titre de séjour, eh bien c'est un homme bouleversé qui ne sait plus trop où le vent politique le mène. Et je peux vous dire que les considérations de l'enquête ont permis de déterminer qu'il n'avait aucune implication politique, il était bien loin de toute cette affaire, et que c'est une publication malheureuse sur laquelle il s'expliquera devant le tribunal correctionnel, qui fait qu'aujourd'hui il est déplacé d'un pays à l'autre. Avec un état de santé qui est difficile, voilà. Sans rentrer dans les détails, mais il doit subir un certain nombre de soins, et pour le moment, il ne les suit pas. Voilà. Est-ce qu'il reconnaît certains de ses propos, alors, même si effectivement ils ont été mal traduits, d'après ce que j'ai pu comprendre? Est-ce qu'il reconnaît certains de ses propos contre les opposants au régime algérien? Sur le fond du dossier, moi je laisserai le tribunal correctionnel pouvoir apprécier certains éléments de discussion, mais en tout cas, oui, c'est bien lui qui parle dans certaines vidéos, mais en tout cas les propos qui ont été traduits avant même toute instance judiciaire sont en décalage total avec non seulement son intention, mais la réalité du contenu de cette parole. Donc oui, il reconnaît que c'est lui qui parle, on va être très clair, il n'est pas question de dire autre chose, mais il n'avait strictement, personnellement, aucune implication ni aucune intention de pouvoir exercer lui-même des violences ou faire exercer des violences sur un tiers dont vous avez évoqué peut-être l'implication dans l'opposition algérienne. Vous dites que ce n'est pas un influenceur, il y a quand même des milliers de personnes qui le suivent, voire des dizaines de milliers de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Comme tu disais, il n'a jamais revendiqué ce statut. C'est quelque chose parfois qui peut s'imposer à quelqu'un qui publie beaucoup de choses parce que vous pouvez dire des choses parfois qui sont intéressantes. Et si vous allez consulter certaines vidéos qui sont, encore en ligne, la plupart des vidéos ne parlent pas d'affaires politiques, elles parlent parfois de football. Donc c'est peut-être par ce biais-là qu'il a gagné, et c'est d'ailleurs une de ses réponses aux enquêteurs qui lui posaient des questions, mais pourquoi vous avez autant de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux? Parce que pas souvent, il fait des lives qui parlent du football, et vous savez que c'est d'intérêt parfois national, à la fois en Algérie, mais encore en France. Petite question de clarification, comment ça se fait que la France ait accepté qu'il revienne en France alors qu'il était sur le territoire algérien avec un passeport algérien et qu'il n'avait plus justement de papier qui l'autorisait à rentrer en France? À partir du moment où un État adresse à un autre État un ressortissant, c'est celui qui envoie qui doit prendre la responsabilité du retour. Et à partir du moment où on fait le choix d'expulser quelqu'un, eh bien on doit aussi en tenir les conséquences juridiques. Donc juridiquement, c'était possible qu'il puisse rentrer en France. En fait, il atterrit sur le sol algérien, même s'il n'avait plus de papier. Il aurait été peut-être judicieux de s'assurer avant, effectivement, en amont, que l'Algérie était prête à le récupérer. Ça aurait évité peut-être des frais inutiles. Peut-être qu'il est rentré en avion privé ou en avion commercial? Sur un vol commercial. Sur 2 vols commerciaux. Il a pu toucher le sol à Alger, il est descendu de l'avion. Comment ça s'est passé à Alger? Très rapidement, il a regagné un vol retour puisque son maintien sur le territoire algérien n'était pas possible du fait de ce refus qui lui a été immédiatement notifié. Et justement, est-ce que vous en savez un peu plus sur ce refus? Pourquoi l'Algérie a refusé en fait de le... Parce qu'il serait à ce jour interdit de pouvoir entrer sur le territoire. C'est le seul motif qui lui a été notifié, c'est le seul motif dont nous disposons à ce jour. Pour le reste, c'est pas pourquoi il est interdit de territoire. Pour le reste, je vous inviterai peut-être à vous adresser au ministre des Affaires étrangères qui reste très silencieux dans ce dossier. Vous disiez qu'il a un casier judiciaire qui ne présente rien depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'avant 15 ans, qu'est-ce qui se présentait? Alors, il a eu un casier judiciaire, il a été condamné pour plusieurs infractions. Je ne rentre pas dans les détails de son casier judiciaire, qui n'est pas aujourd'hui l'objet du débat. Ce que je veux préciser, c'est que quand les médias insistent sur le fait que c'est quelqu'un qui a des condamnations, etc., ce n'est plus le cas depuis 15 ans, et c'est important, c'est-à-dire que depuis que sa situation a été régularisée sur le territoire français et qu'on lui a laissé sa chance, c'est quelqu'un qui se tient à carreau. Voilà.
Est-ce que ça le dépasse aujourd'hui? Totalement. Vous imaginez bien que non seulement lorsqu'il a été interpellé de manière tout à fait, je dirais, paisible, il n'y a pas eu de difficulté à pouvoir à la fois l'identifier, le localiser et ensuite l'interpeller. La garde à vue a été assez normale, je dirais, il n'y a pas eu de difficulté, mais il a tout de suite exprimé non seulement son regret de l'amplification, non pas juste médiatique, mais surtout politique qui a été donnée à cette publication, et quelque part, cette amplification participe du trouble à l'ordre public. Donc oui, il peut regretter finalement les conséquences de cette publication, et il regrette peut-être avoir été un petit peu trop loin. Il nous l'a encore indiqué ce matin, avoir été un petit peu trop loin dans certains mots et dans certaines paroles, mais pour le reste, je pense qu'il serait bon ton qu'il puisse le dire devant ses juges. Les juges correctionnels, les juges du tribunal correctionnel de Montpellier, qui sont là encore une autorité judiciaire totalement indépendante. La date du 24 février, est-ce qu'elle est maintenue? Aujourd'hui, nous avons une convocation le 24 février. Nous devrons comparaître, il doit comparaître devant son juge. Alors, j'ai entendu certains acteurs dire que finalement, il pourrait se faire représenter par un avocat. C'est une chose tout à fait vraie, mais n'importe qui pourrait nous entendre, n'importe qui est convoqué devant une juridiction pénale, doit pouvoir comparaître personnellement et doit pouvoir s'expliquer lui-même, avec son histoire personnelle, avec ses difficultés personnelles, sur l'infraction précise et unique qui lui est reprochée. Donc oui, cette audience va se tenir. Nous espérons vivement qu'il puisse être présent physiquement devant ses juges. Et là, vous avez dit que vous craignez une nouvelle tentative d'expulsion de la part de l'État français à partir du moment où il a été accusé une première fois sur le sol algérien. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? À l'impossible ni détenu, évidemment, mais on pourrait peut-être, on ne sait pas, envisager une deuxième tentative, une troisième, une quatrième. Nous n'en savons pas plus à ce jour-là. Vous voulez dire qu'il y a des négociations en cours avec le gouvernement? Je vous laisserai mettre de votre formulation. C'est quoi les recours administratifs que vous allez faire? Les recours administratifs, il y a d'abord un référé liberté, puisque nous considérons que, vous l'avez compris, sa vie familiale, sa vie personnelle, sa liberté de travail aussi est mise à mal par à la fois le retrait de son titre de séjour et par la mesure d'expulsion. Et puis, il y aura un recours en vue de le faire sortir du centre de rétention administrative, recours qui est introduit par notre consoeur qui officie à Paris et qui a fait toutes les diligences pour ces procédures. Mais effectivement, M. Naman n'a rien à faire en centre de rétention. Toute sa famille est française, il dispose d'un travail, il souhaite s'expliquer devant ses juges le 24 février prochain. M. Naman n'a rien à faire en centre de rétention. Ça va être examiné quand? On n'a pas de calendrier pour l'instant à vous proposer. Il y a des délais. Il y a des délais pour que le juge puisse audiencer et des délais pour que l'on puisse déposer les recours et tout cela est fait dans le temps. Je reviens un peu sur la question de l'Algérie. On peut refuser sur le territoire un ressortissant qui n'est pas binational? L'Algérie est en droit d'interdire son retour? Nous sommes avocats, pour moi, pénalistes français. En tout cas, c'est ce qui a été fait en pratique. Donc voilà. Peut-être certains mettent en avant certaines dispositions du droit algérien. Nous ne les maîtrisons pas et nous ne savons pas encore aujourd'hui réellement le motif, à la fois factuel et juridique, qui a été avancé par le gouvernement algérien pour refuser son ressortissant. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci.